Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Prociné critique, en ce jour pluvieux et froid de la Toussaint, je sors tout juste du cinéma où je suis allé voir Dr. Sleep, la suite tant attendue par les fans de Shining, du roman de Stephen King ou du film de Stanley Kubrick. Allez savoir, vous savez qu'à l'époque il y a une sorte de contentieux au niveau adaptation et tout, mais ce qui est certain c'est que ce film est aussi une adaptation filmographique, cinématographique du roman. La suite écrite elle-même par Stephen King à son Shining, donc Dr. Sleep, sorti il y a quelques années, tout simplement. Et je vais directement mettre fin au jeu des comparaisons, même si j'y reviendrai dans cette vidéo, parce que je n'ai ni lu le premier Shining, ni sa suite. Par contre, oui, j'ai vu le Shining de Stanley Kubrick, et pas qu'une fois, et forcément, à un moment, bah ouais, j'y reviendrai. Le film, donc Dr. Sleep, qui est en salle depuis ce mercredi, a été réalisé par un certain Mike Flanagan, que je ne connaissais pas, si ce n'est pour sa série sortie l'année dernière sur Netflix, The Haunting of the Hill House, une des meilleures séries en ce qui me concerne de l'année 2018. Donc j'étais plutôt confiant sur le plan de la mise en scène et du storytelling. Au casting de ce Dr. Sleep, nous retrouvons Ewan McGregor, et oui, grand acteur, qui joue ici Danny Torrance, le petit garçon du film Shining, devenu grand, qui doit avoir la quarantaine ici. À ses côtés, Rebecca Ferguson, une actrice suédoise qu'on voit pas mal ces dernières années, qui joue la méchante du film. Et puis d'autres acteurs que je vais nommer Cliff Curtis, tiens, qui joue, ou jouait, je sais pas, parce que j'ai vu que la première saison et je me suis arrêté. Dans la série Fear the Walking Dead, il y a aussi Karel Strucken, le géant, l'un des méchants, qui est un des acteurs fétiches de David Lynch, il a joué dans Twin Peaks. Et citons aussi Jacob Tremblay, tiens, le jeune acteur qu'on voit partout et qui a ici le rôle du garçon qui joue au baseball. Voilà. Et d'autres acteurs qui seraient inutiles de mentionner ici. Et l'histoire donc se déroule une trentaine d'années après Shining. Danny est devenu adulte, rongé par ses fantômes, ses démons et surtout par l'alcool, tel son père à l'époque. Il essaye de vivre une vie plus ou moins, c'est pas facile quoi. Et un beau jour, bah il est contacté mentalement, c'est pas le Shining, hein, cette force télékinésique qu'il a. Et ben il s'avère qu'il y a une enfant quelque part qui a ce même pouvoir et il y a un contact qui se fait entre les deux. Et oui, je fais un peu d'air pour éviter que la buée aille sur la vidéo. D'ailleurs, si vous voyez un peu de vidéo de buée d'ici la fin de cette vidéo, c'est normal, c'est qu'il fait très très humide. Bon bref, oui, connexion qui se fait, j'en dis pas plus, mais ce qui est certain, c'est que forcément, Danny va reprendre du service avec son pouvoir et essayer d'aider cette jeune fille face à des méchants, on va dire, des dévoreurs de pouvoir, quelque part. En gros, sorte de groupe sectaire d'immortels qui se nourrit du Shining de jeunes enfants pour obtenir une sorte d'immortalité ou de vie quasi éternelle. Voilà, j'en dis pas plus, c'est dit dans le synopsis. Hein. Et du coup, voilà. Bref, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler ce film? Déjà, il faut aller le voir en sachant le moins possible de choses sur son intrigue, comme je l'ai fait. J'ai vu vite fait le trailer une fois, mais je me suis pas attardé dessus. Donc d'ailleurs, allez le voir, hein, même arrêtez cette vidéo-là si vous voulez. Je vais révéler quelques petits pans de l'intrigue, sans faire de spoiler majeur, clairement. Mais à un moment, voilà, je vais être obligé de l'ouvrir, la balise spoiler, surtout pour le final. Là, je vais plutôt donner mon avis et parler des thématiques, de la mise en scène et des acteurs. Alors, mon avis va être simple. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film qui est d'une richesse absolue, faut le dire clairement, qui a quelques défauts, je vais y revenir, mais ce sont des défauts très subjectifs qui peuvent faire les qualités du métrage aussi. Et l'histoire se suit super bien, alors oui, il y a des petites longueurs, notamment avant l'acte final, mais franchement, c'est pratiquement jouissif comme film, d'une manière ou d'une autre, et ça va bien au-delà du simple film d'horreur. Bon, oui, il y a les codes du film d'horreur, mais ça va bien au-delà selon moi, surtout sur les thématiques et les symbolismes abordés. C'est de l'horreur intelligente pour moi, c'est du Stephen King quoi. Je ne sais pas si ce film est très, on va dire, fidèle à l'adaptation, mais il y a quand même quelque chose qui me fait penser que oui, il y a du Stephen King à mort derrière, dans l'intelligence de l'écriture. La mise en scène est vraiment sympa, Mike Flanagan ne déçoit pas, et évidemment il nous fait quelques hommages à la Kubrick, notamment ses plans aériens, ses grands angles et tout, caméra qui filme de loin, machin, avec des grands espaces. Et c'est là-dessus que je suis obligé de mettre le petit écueil. Oui, il y a un petit écueil dans ce film, c'est que forcément,
il joue beaucoup sur les références au Shining d'antan. Parfois, c'est super bien pensé. Voilà. Mais à un moment venu dans le film, c'est too much. Un peu avant la fin, j'en dis pas plus, j'exprimerai pourquoi en spoiler. Mais on passe du clin d'œil aux références intelligentes à la limite du fanservice, même si ça amène à une scène qui est hyper intéressante, mais j'y reviendrai. Donc ça, voilà. Et bon, il y a quelques longueurs aussi, mais on voit pas vraiment le temps passer sur 2h30. J'avoue que j'ai déjà vu des films de 2 heures où le temps passait plus lentement que là. Donc c'est bon signe. Les acteurs sont bons, voire très bons. L'actrice qui joue, alors la petite fille héroïne de l'histoire, j'ai pas son nom là, j'ai sous les yeux, je vais pas le chercher d'ailleurs. Elle est super, je trouve. Surtout quand elle a 13 ans. Bah, de toute façon, c'est l'actrice qui a 13 ans. Hein, parce qu'au début, oui, alors c'est compliqué. Le film joue beaucoup sur le temps et l'espace. Au début, on la voit âgée de 5 ans. Puis il y a une ellipse. Et donc après, pendant tout le film, c'est l'actrice qui a 13 ans qui joue la jeune fille qui a 13 ans, qui s'appelle Abra dans le film. Et son nom, c'est marrant, on va y revenir. Parce que Abra, ça fait abracadabra. Et oui, c'est un film qui joue sur la magie aussi. Donc, très bonne actrice. Une petite révélation ici. Ewan McGregor, fidèle à lui-même, qui est très bon au début du film dans ce rôle d'alcoolique un peu dépressif, paumé et tout. Et pour le reste, Rebecca Ferguson joue bien la méchante, mais c'est pas spécialement celle que je vais retenir au niveau acting. Voilà. Quant à Cliff Curtis qui joue l'ami de Dan, bah, à l'image de son personnage, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est surtout son personnage qui n'est pas très intéressant. Oui, parce que voilà, il y a des personnages qui sont plus ou moins intéressants dans le film, et le meilleur ami de Dan, c'est vraiment le personnage fonction. Voilà. De base. Mais sinon, tout le reste est intéressant. Donc, casting plutôt bon, mise en scène très bonne. La musique, il y a des références à Shining, mais elle est plutôt sympa aussi. Et puis, bah, l'histoire en elle-même se suit super bien. C'est très intéressant et intense sur le symbolisme. Et justement, le symbolisme, j'y viens avant la partie spoiler, il y en a plein. C'est d'une richesse intense là-dessus, il y a beaucoup d'analyses à faire avec plus de recul et tout. Je laisserai d'autres personnes le faire avec grande passion. Je pense par exemple à Métaphore Moi Ça ou Artopolis qui, je pense, iront se glisser vers ces analyses-là. Mais il y a donc la magie liée à l'enfance. Voilà, l'enfance et la magie liée avec le pouvoir du Shining qui est plus fort quand on est enfant, tout simplement. Bon, il y a des références claires à des tours de magie, puis le film marche sur des illusions. Il y a beaucoup de jeux avec la réalité et l'illusion, on ne sait pas trop. Donc il y a ça, évidemment le rapport au père, puisque Danny va à un moment, par flashback ou autre, se remémorer certaines choses de ces scènes dans l'hôtel Overlook, et se rappeler de son père. Plus on avance dans le film, plus son père va être entre guillemets présent en tant que fantôme du passé. Il y a cette thématique aussi donc des démons liés à l'alcool et à son père, tout ça est lié. Et puis cette quête d'immortalité par ces gens bizarres, on dirait des vampires, mais c'est pas vraiment des vampires. Et là aussi il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, à analyser peut-être plus en détail. Mais bon, c'est pas mon rôle ici. Je vais plutôt aller, je suis obligé d'aller dans les spoilers ici pour surtout parler de la fin, de ce qui m'a gêné et ce qui m'a vraiment plu sur cette fin, parce que tout le film, on va dire, repose sur son acte final. C'est un gros build-up, voilà, plutôt bien mené, vraiment. Puis il y a cet acte final qu'on attendait tous, d'une manière ou d'une autre. On va dire que le film nous mène là où on voulait aller, mais peut-être qu'on voulait trop aller là et que c'était simple. Mais bon, c'est pas grave. Spoiler donc. Spoiler, la fin. L'acte final, évidemment, se déroule dans l'hôtel Overlook de Shining. C'était obligatoire, c'était un passage obligé, j'imagine que dans le bouquin c'est pareil. Et c'est à partir de cet instant-là, enfin avant l'acte final, et même après, au début de l'acte final, que les références clin d'œil deviennent, à mon avis, trop fanservice. Et évidemment, on revisite l'hôtel des yeux de Danny, avec l'ascenseur, la chambre 237, la hache, tout ce que vous voulez. Le plan aérien avec la musique de Shining qui joue quand on s'approche. En plus, il neige quand on s'approche de cet hôtel. Tout y est. On a l'impression même de revenir dans le Shining de Kubrick. Forcément, ça fait des effets, c'est de l'émotion quelque part. Mais à un moment, ça va peut-être trop loin jusqu'à la scène du bar. Oui, parce qu'il y a une scène du bar dans ce film où Danny voit son père, qui est devenu le barman Lloyd du film.
Shining. Là, c'est son père, et il lui parle, et c'est là où il vide son sac, en fait, avec ses démons du passé, l'histoire de fantômes qu'on enferme dans des boîtes et tout. Et son père essaye de le pousser à boire et de le faire devenir comme lui. Mais Danny refuse. Avant, finalement, d'accepter quelque chose, il devient son père d'une manière ou d'une autre, mais il se sacrifie, c'est ça la fin du film, il se sacrifie, mais lui ne meurt pas gelé dans la glace, mais purifié par le feu. Ah, incroyable ça, non? Donc ça, c'est fort, parce qu'il y a une antithèse ici, le père c'était mort congelé, lui il meurt dans le feu et tout, comme quoi il est devenu son père, mais en fait l'antithèse de son père, il a vaincu ses démons pour devenir une sorte de fantôme gentil qui accompagnera la jeune fille Abracadabra, donc la magicienne, l'illusionniste, la Shining. D'ailleurs, c'est comme s'il lui transmettait un flambeau, il lui dit d'ailleurs à la fin, brille, brille, apporte ton pouvoir pour faire de ce monde un monde meilleur, j'en sais rien. Bref, il devient ce fantôme gentil et tout, et donc l'antithèse de son père qui était... voilà. Et cette fin est géniale en soi, mais il a fallu la mettre en mode build-up quand même jusqu'à cette scène du bar, et j'avoue que c'est un des défauts du film. Et l'autre défaut du film, c'est avant l'acte final, où on a les personnages fonctions qui ne servent à rien. Le maître corbeau, là, enfin le corbeau, Crow Daddy, je crois qu'il s'appelle, qui ressemble, l'acteur ressemble tellement à Robert Downey Jr. À certains moments, ouais, celui qui joue Iron Man. C'est flippant, bref. Il ne sert à rien, ce personnage, tout comme le meilleur ami de Dan, donc joué par Cliff Curtis. Ces deux personnages meurent. On a l'impression que ce sont des morts qui sont juste là pour installer l'acte final. C'est un peu le souci du film. Il y a des fois des moments où finalement il y a des choses qui ne servent pas à grand chose, comme ces séances d'alcooliques anonymes. Enfin, si, ça sert. Avec le docteur qui organise ses séances d'alcooliques anonymes au début du film pour Danny qui arrête l'alcool comme ça, c'est là où il y a l'ellipse de 8 ans, il prend un boulot dans un hôpital et c'est là qu'on a compris que son pouvoir aussi, c'est pas que de voir le passé, c'est aussi de voir le futur et la mort des gens. C'est pour ça qu'on l'appelle Dr. Sleep d'ailleurs, parce qu'il parle aux gens avant qu'ils meurent pour les apaiser, parce qu'il les voit mourir. Comme le chat médium, parce qu'il y a un chat médium qui voit les gens mourir aussi, comme quoi vivent les chats. Grâce à eux, des fois, on peut... s'apercevoir qu'on a d'autres pouvoirs, enfin j'en sais rien, peu importe. Et voilà, bref, plein de symbolisme, là je divague dans tous les sens, mais c'est super riche et super intéressant. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont vraiment plu, c'est le côté Lovecraftien aussi de l'œuvre, parce que oui, Stephen King est un grand fan de cet auteur horrifique, H.P. Lovecraft, et dans ce film-là, donc probablement à travers ses écrits, ça se voit. Le côté jouer avec la dimension du temps et de l'espace, quand il y a des scènes de projection astrale, avec le Shining, la petite fille peut se projeter dans les corps des autres, et... Mike Flanagan joue avec un renversement des lieux et tout. Ça rappelle certaines œuvres de Lovecraft qui, à travers les rêves, voilà, dans certaines de ses œuvres, on pouvait voyager dans des dimensions inconnues. C'est presque là le cas aussi, même dans le temps, même si ça joue un peu moins sur le temps que l'espace, ça joue aussi sur le temps. Et là, voilà, le côté Lovecraft et le côté référence à It, à ça aussi, puisque les méchants vampires qui veulent devenir immortels, on ne sait pas quoi, bah, sont des dévoreurs de peur, pas de la dévoreuse de monde comme dans It chapitre 2, mais des dévoreurs de peur. Donc ils se nourrissent du Shining de ces gens spéciaux pour avoir une vie éternelle. Il y a un moment incroyable avec le vieux du gang qui est joué par Karel Strucken d'ailleurs, qui meurt, et voilà, on a l'impression, bah, il a tout vécu, il vient peut-être même de l'époque des pharaons, et là aussi ça rappelle Lovecraft d'une certaine manière. Ce monsieur-là serait-il un grand ancien, un des grands anciens? Voilà, bref, ceux qui connaissent l'œuvre de Lovecraft verront de quoi je veux parler. Au final, voilà, ce film, c'est très difficile d'en parler à chaud. C'est très compliqué de faire cette vidéo, donc en plus que ma voix commence à partir en vrille et qu'il fait frais et que je laisse la fenêtre ouverte pour éviter trop de buée, donc c'est pas facile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Dr. Sleep est un très bon film, malgré peut-être trop de fanservice, trop de références, mais c'est utile au grand final qui est vraiment fort. Il y a beaucoup de symbolisme, des plans assez remarquables qui mériteront une analyse plus poussée par certaines personnes et après d'autres visionnages. Ce n'est pas ici mon travail ni mon concept, tout simplement. Donc une des œuvres marquantes de cette fin d'année 2019, j'ignore totalement s'il sera dans mon top final de l'année, il faut que je fasse mûrir cela dans mon esprit. Mais ce qui est certain, c'est que voilà une belle réussite. Et ça va au-delà des films d'horreur qu'on peut voir
un peu ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de psychologie, beaucoup de symbolisme vraiment passionnant à analyser, et ça fait du bien, je trouve. Voilà, c'était mon avis sur Dr. Sleep, un peu plus échevelé que d'habitude, mais bon, j'hésitais à la faire à la maison cette vidéo, j'aurais peut-être dû. À la prochaine, ciao.